On a un invité important pour commencer cette session, qui va être Monsieur Le Dantec. Voilà, qui va donc nous présenter l'Observatoire OSIRISC. Donc on démarre. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais, en ouverture de cette journée dédiée à l'observation du niveau marin au profit des politiques publiques et de la recherche, merci. Je vais vous parler de l'Observatoire OSIRISC, qui est l'Observatoire pour le suivi intégré des risques côtiers d'érosion et de submersion en Bretagne, et de co-construction de cet observatoire entre scientifiques et gestionnaires, notamment dans le cadre du partenariat Littorisque qui regroupe le Conseil départemental du Finistère, l'UBO et le CEREMA. Donc c'est un travail qui est porté par une équipe pluridisciplinaire d'une quinzaine de chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, principalement à l'UBO, et qui s'est appuyé sur divers financements de projets de recherche et des financements institutionnels pour le déploiement. Donc ma présentation sera en 4 étapes. Première rapidement pour prendre la température un petit peu, présenter les aléas érosion et submersion marine en Bretagne. Ensuite une petite réflexion sur les besoins des acteurs du territoire pour la gestion des risques côtiers. Et puis après je vais vous parler de la démarche qu'on a menée en Bretagne avec une partie sur la méthodologie pour le suivi des trajectoires de vulnérabilité systémique et ensuite la manière dont on a mis ce concept en pratique. Et puis je terminerai par quelques réflexions à nouveau sur les défis à relever par rapport aux risques côtiers dans le cadre du changement climatique. Donc je vais essayer de passer rapidement sur cette première partie, juste pour dire que la Bretagne, c'est un trait de côte assez complexe, très découpé, à linéaire très long. 3 façades principales, mais au sein de ces façades, parce qu'il y a différentes configurations de topographie, d'exposition aux houles, marnage, de couverture sédimentaire, de pente des avant-côtes, on a une diversité de types de côtes, de cordons sableux, bas, barrant des zones basses, des côtes rocheuses, des falaises meubles, des rias encaissées, parfois une succession sur des territoires de très petite taille, voilà, qui rend le suivi assez complexe. Si on regarde l'aléa érosion en Bretagne, on peut prendre les données de l'indicateur national d'érosion. On voit qu'en fait, c'est à peu près 6% du trait de côte qui est concerné de manière perceptible par rapport à une moyenne nationale qui est plus élevée, de l'ordre de 18%. On regarde quand même que la forte hétérogénéité dans la succession des types de côtes fait qu'on a plein de situations très différentes. Et du coup, c'est difficile d'avoir un nombre limité de sites d'observation qu'on peut exploiter pour transposer ces observations. Si l'on regarde un autre aspect, c'est l'aspect historique en exploitant une base de données qui s'appuie sur une sorte d'inventaire en fait, des épisodes de recul du trait de côte qui sont survenus. On voit que ça touche toute la Bretagne, qu'il y a des phases de recul, qu'il y a des phases de résilience qui sont possibles et c'est très important à prendre en compte dans une perspective de gestion. Et une étude plus spécifique sur les cordons de sable et de galets, un échantillon de quelques 600 plages en Bretagne, montre qu'on est sur un tiers des plages en recul et un tiers des plages en avancée, pour un tiers qui ont des évolutions non significatives. En Bretagne, il y a quelques zones basses qui là aussi sont disséminées tout au long du linéaire côtier. Et encore une fois, l'hétérogénéité dans la succession des types de côtes à l'échelle de petits territoires fait qu'on a fréquemment des situations où on peut avoir submersion et érosion qui se combinent. Quand on a par exemple des cas de rupture d'ouvrage ou rupture de cordon. Voilà, ce qui rend la gestion parfois plus compliquée aussi de ce point de vue-là, parce que les deux processus, les deux phénomènes sont assez dissociés en termes de réglementation. Maintenant, la deuxième partie, sur les besoins des acteurs. Je voudrais d'abord rappeler pour tout le monde, mais le risque, c'est le croisement entre les aléas et les enjeux. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque. Et ce qui a contribué à la situation actuelle de risques côtiers qui nous préoccupent, c'est principalement l'anthropisation du littoral. On est sur une phase où les aléas, ils sont ce qu'ils sont. Bon, alors la perspective du changement climatique fait qu'on va, avec l'augmentation du faible taux actuel de remontée du niveau marin, la remontée va s'accentuer, on va accentuer les aléas. On est principalement sur une situation où le risque il est causé par les enjeux. L'exposition d'enjeux dans la zone à risque. Donc un petit
Travail de réflexion sur, si on se mettait dans la peau des acteurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, qu'est séquencé, bon, les termes sont peut-être pas bien choisis en termes de problématiques, de méthodes, et puis ensuite d'outils, jusqu'aux produits. Pour gérer, il faut connaître les zones à risque, et puis après élaborer des stratégies de gestion des risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire élaborer des atlas sur les aléas, sur les enjeux, être capable de se projeter sur des tendances futures et être capable de hiérarchiser pour prioriser. Donc on passe de l'évaluation du risque maintenant à la gestion de ce risque. Quels sont les leviers d'action? Comment on met le curseur entre sauvegarde et adaptation des enjeux? Qui joue quel rôle entre toutes les parties prenantes, quels outils de financement on a à notre disposition et comment on met en œuvre des solutions techniques dans une perspective long terme et avec une préoccupation pour l'acceptabilité de ces solutions par les usagers. En termes d'outils et de techniques, par quoi est-ce que ça se traduit? On a besoin de comprendre les dynamiques hydro-sédimentaires sous l'influence des différents facteurs de contrôle. On a besoin d'être capable de faire des projections. On a besoin de disposer de suivi, à la fois pour caractériser l'existant, les évolutions futures, pour avoir des suivis qui sont adaptés à la mise en œuvre de solutions techniques, donc à l'échelle de petits sites, et pour suivre aussi l'efficacité des stratégies de gestion. On a besoin de pouvoir établir une sorte de phasage dans les différents modes de gestion entre les réponses à caractère urgent pour les situations de crise, les réponses à moyen terme, il s'agit de réduire la vulnérabilité, et à long terme, il n'y a pas d'autre choix que de relocaliser. Et puis voilà, il faut mettre en place une gouvernance adaptée qui réunisse tous les acteurs et travailler sur la perception des risques. Et en termes de produits, si on décline tout ça, on a besoin de mieux comprendre les processus, on a besoin de modèles à différentes échelles spatiales et temporelles, de référentiels nationaux et de données d'observation à l'échelle des sites, encore une fois, travailler sur les données d'archives qui sont disponibles. Il y a la problématique de la temporalité qui est très importante. On projette les choses à des horizons 30, 100 ans. Il faut voir comment la séquence de recul va se produire parce que ça détermine le phasage dans les modes de gestion. Et pour les gestionnaires, par quoi est-ce que tout ça se traduit? Ça va du plan de gestion de crise à la prise en compte des risques côtiers dans les règlements d'urbanisme. Et pour tout le côté représentation sociale, on sait qu'on a besoin de travailler pour une meilleure acculturation au risque. Donc j'ai essayé de regrouper ces besoins sous 4 grands items. Le premier, c'est promouvoir l'acquisition de séries d'observations à long terme. Donc là, on voit des profils de plage qui sont faits sur 2 sites depuis une vingtaine d'années. On a besoin de protocoles homogènes à l'échelle régionale et de suivi qui soient pertinents à l'échelle locale pour l'élaboration des stratégies de gestion. Voilà, tout un tas de critères que j'ai listés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'observation à long terme, c'est important. On a besoin de promouvoir une approche intégrée des risques côtiers, j'en parlerai plus tard, c'est-à-dire aller au-delà de seules composantes des aléas et des enjeux, mais intégrer aussi des composantes sur la gestion des risques et sur les représentations sociales. La gestion, c'est pour identifier les leviers d'action, pour pouvoir suivre l'efficacité des politiques de gestion et permettre une vision à plus long terme. Les seuls leviers d'action qu'on ait, en fait, sont sur la gestion, sont sur les modes de gestion. Et les représentations sociales, il y a tout un travail à faire sur la sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes, des décideurs aux usagers, sur les processus naturels, sur la position de l'État, sur le rôle de chacun. C'est difficile d'expliquer de manière simple des problématiques complexes pour lesquelles, je l'ai dit, il y a une problématique de temporalité qui est difficile à appréhender, il y a des incertitudes, et il y a une grosse question qui est comment transmettre les messages, et pour ça il y a des solutions comme des expérimentations pour faire des démonstrateurs de ce que pourraient être des phases de transition face à la montée du niveau marin et au recul du trait de côte. Je fais un petit point sur le cadre réglementaire. On est parce que c'est important quand on se pose la question de la gestion des risques côtiers, on est sur un contexte de transfert des responsabilités de l'État vers les collectivités locales qui sont maintenant en charge elles-mêmes de
l'évaluation des risques, alors qu'avant c'était plutôt voilà, l'État qui prenait et les services déconcentrés de l'État qui prenaient en main ces éléments-là. Maintenant, c'est très clair, dans les documents d'urbanisme, des schémas régionaux au SCOT ou au PLUI, il y a nécessité d'intégrer la mer dans ces règlements, la mer et le littoral et toutes les contraintes. Et on est dans un contexte de réduction des moyens de l'État au service des collectivités. Donc il faut être vigilant à ce que ça peut engendrer en termes d'inégalité entre les territoires et en termes de difficultés pour changer quand on a une proximité entre les élus et les administrés. Ce transfert de responsabilité, c'est peut-être pas suffisamment accompagné d'un transfert d'expertise sur ces sujets spécifiques auprès des collectivités. Et de manière générale, il y a peut-être un défaut d'appropriation dans les enjeux environnementaux et les enjeux de développement durable dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est vrai à l'échelle nationale, c'est vrai à l'échelle locale aussi. On est forcément dans un contexte de ressources financières limitées. Il y a aussi un point qui est important dans la gestion. Les collectivités font souvent appel à des bureaux d'études parce qu'elles n'ont pas les ressources pour réaliser les études en régie. Du coup, ce cadre de travail-là, c'est peu propice à la production de nouvelles connaissances et en particulier à l'alimentation de séries d'observations à long terme. Et donc, les bureaux d'études s'appuient sur les travaux existants en termes de production de données et en termes d'élaboration de méthodes. Donc, c'est un point important à prendre en compte dans le fonctionnement des collectivités qui sont les acteurs de la gestion des risques. On a un cadre réglementaire qui évolue très vite. On a un cadre économique qui est incertain. C'est important aussi parce que quand on essaye de comparer des scénarios de gestion et qu'on fait des analyses coûts-bénéfices, comment se projeter, là, par exemple, les coûts de l'énergie augmentent énormément. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la viabilité d'un scénario plutôt qu'un autre. Donc du coup, ça m'amène deux autres points sur les besoins des acteurs. Il y a un besoin de co-construction, partage des savoirs, croisement des expertises. Valérie Masson-Delmotte le rappelait hier. Donc co-construction à la fois dans l'élaboration des méthodes et dans la mise en place d'observations ou de systèmes de collecte de données. Et il y a aussi besoin d'appuyer la montée en compétences des collectivités locales et je vais vous montrer comment on l'a fait dans le cas de la Bretagne. Donc là, je passe à la troisième partie sur la démarche menée en Bretagne. Donc un petit rappel sur ce qu'on entend par la vulnérabilité systémique, c'est bien d'intégrer les phénomènes naturels et les phénomènes structurels, donc ce qui relève des sciences naturelles et des sciences sociales ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut mieux interroger et comprendre la capacité de réponse des sociétés, la capacité de résilience des sociétés face aux crises. Donc en croisant aléas, enjeux, gestion et représentation. Pour montrer que ces composantes-là sont imbriquées, c'est assez évident que dans les différents modes de gestion du littoral, on peut constater que certains modes conduisent à une anthropisation de l'aléa. C'est ce qu'on voit sur l'illustration. Sur le contexte actuel de pénurie de sédiments, puisqu'on est sur des stocks reliques et on est dans un contexte haut niveau marin, et ben, encore une fois, les modifications anthropiques avec l'exploitation de ces stocks ne vont pas forcément dans le bon sens et en tout cas on montre l'imbrication entre la gestion et les aléas. Bon, c'est vrai aussi pour les impacts du réchauffement climatique d'origine anthropique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la composante de représentation sociale ? On constate qu'alors qu'on a maintenant une doctrine assez claire au niveau de la stratégie nationale qui est d'accompagner le recul, de laisser faire dans certains cas, de ne protéger que quand c'est absolument nécessaire, la réaction des élus qui est peut-être en train d'évoluer un petit peu, on peut se poser la question, mais la réaction historique c'est on défend. On défend tout ce qu'on a exposé. Et la réaction des populations, c'est un petit peu pareil, on peut se poser la question de pourquoi c'est comme ça, mais il y a souvent un défaut de mémoire collective, on pense que ça ne nous concerne pas nous, voilà, c'est le voisin, c'est plus tard, c'est mes enfants, c'est pas moi. Il y a toujours cet attrait du littoral, le coût de l'immobilier en bord de mer et continue à exploser. Donc, important pour un diagnostic pertinent de prendre en compte ces 4 composantes. Elles évoluent individuellement dans le temps, donc si on veut suivre la vulnérabilité du territoire, il faut suivre les évolutions de chacune de ces composantes, dont la résultante est l'évolution de la vulnérabilité systémique du
du territoire au risque côtier. C'est ce que ce schéma représente. Je donne 2 exemples. Le premier sur la gestion, avec le cas d'un site, c'est le polder de Combry-Tudy. On voit que depuis les années 50 et même avant, il y a différents modes de gestion qui sont mis en place pour essayer de gérer un problème de recul du trait de côte. On y est encore. Donc voilà, il y a une évolution dans le temps des politiques de gestion à l'échelle locale et à l'échelle nationale, avec voilà, des lois, de plus en plus de lois qui essayent d'encadrer ou de proposer des dispositifs, des mécanismes, des outils financiers pour mettre en place des stratégies locales de gestion du trait de côte, des plans de prévention. Et pour les représentations sociales, on voit que sous l'impact à différentes échelles de temps, de facteurs structurels, conjoncturels ou événementiels, la manière par laquelle les gens pensent les risques, tout type de risques, mais ici les risques côtiers évoluent. Et si on prend par exemple une revue de presse de est-ce que les infos parlent des tempêtes du siècle ou des marées ou des choses en mélangeant d'ailleurs un petit peu tout, on s'aperçoit qu'il y a des moments où on en parle beaucoup, puis des moments où on oublie. Comment est-ce qu'on fait pour suivre ces choses qui sont si différentes? Pour la suivi des aléas, on a du quantitatif, on sait ce que c'est qu'une mesure, on sait comment traduire en un indicateur. Pour les autres composantes, en particulier la gestion et les représentations sociales, comment est-ce qu'on fait un observatoire de la manière par laquelle les gens pensent à long terme? Donc on a du quantitatif et du qualitatif qu'on a essayé d'agréger avec des indicateurs homogènes qui permettent de naviguer de manière transparente de l'un à l'autre et de pouvoir combiner ces indicateurs à travers différentes composantes pour avoir des indices composites qui permettent de traduire la vulnérabilité. On a fait ce travail-là en co-construction entre chercheurs et gestionnaires en proposant un certain nombre d'indicateurs qui ont été testés, validés sur les territoires, donc avec des gestionnaires qui faisaient partie du comité de suivi de nos projets de recherche. Juste 2 éléments, on est obligé de faire des choix, des compromis, en particulier sur la granularité à laquelle on retranscrit l'information. Donc là, on est sur une maille de 200 mètres, vous verrez que c'est un petit peu variable. Et on est sur du calibrage qu'on a choisi en 5 classes, où on voit là que quand les aléas et les enjeux augmentent, la vulnérabilité augmente. Quand la gestion augmente en niveau, c'est pour réduire la vulnérabilité. Et les représentations, il n'y a pas vraiment de relation univoque, mais on comprend que mieux on va connaître la manière par laquelle les gens pensent, plus on a de chances de mettre en place des stratégies qui vont être bien acceptées, des stratégies de gestion qui vont être bien acceptées et donc qui vont être efficaces. Un exemple pour l'aléa érosion, on fait des mesures sur le terrain de topographie suivi du trait de côte, on calcule des taux de recul et puis on retranscrit ces valeurs à l'intérieur d'un maillage et c'est visualisable sur une interface WebSig. On dispose d'une batterie d'une 60aine d'indicateurs sur les 4 composantes qui ont tous une cotation homogène de 1 à 5 qui permettent de passer de l'un à l'autre et voilà, on peut donc naviguer dans cette vulnérabilité systémique. Donc ça, c'est en place à l'échelle de la Bretagne. Et pour les représentations des composants de gestion et représentations sociales, on utilise d'autres outils pour restituer l'information. Donc ça nous permet d'analyser les déterminants de la vulnérabilité, de savoir où prioriser l'action, d'identifier les leviers de gestion. On pense que c'est une approche qui est sans doute transposable à d'autres observables que la problématique des risques côtiers. Je passe maintenant au 2e point dans l'exemple de l'observatoire Osirisque et Osirisque Littorisque en Finistère. Donc comment est-ce qu'on est passé à l'action? Il y a d'abord un cadre institutionnel qui est très important. Donc on s'est appuyé sur un partenariat avec le Conseil départemental du Finistère, le CEREMA et l'UBO qui portait sur 3 grandes missions, l'observation, l'accompagnement des collectivités face aux problématiques de gestion et la sensibilisation et la fédération des acteurs. Ce principe de co-construction qu'on avait décliné pour l'élaboration des méthodes et des outils, on l'a décliné aussi pour la mise en place des suivis en prenant pour postulat, d'une part, qu'on en avait bien besoin parce que, comme on l'a dit au début, le trait de côte en Bretagne, c'est un linéaire très long, très complexe. Il faut donc multiplier les suivis. Et à la fois chercheurs et gestionnaires ont les mêmes besoins de suivre et de comprendre ces dynamiques littorales. Et donc ont intérêt à contribuer à l'alimentation de cette base de données. La recherche pour comprendre, la gestion pour mieux répondre aux demandes sociétales. Donc sur les aléas
voilà, la communauté scientifique et les institutionnels avaient déjà tout un tas de suivis qui étaient représentatifs, pas suffisants à l'échelle de la Bretagne. On s'aperçoit que si on regarde l'ensemble des composantes, les données sont de nature différente, mais la composante pour laquelle il y a besoin de plus de ressources, en fait, pour augmenter le nombre de suivis, c'est bien les aléas pour effectuer la mesure terrain. Mais sur toutes les composantes, l'observatoire contribue à alimenter en données. Donc la manière par laquelle ça se passe, c'est que les collectivités adhèrent de manière volontaire à l'observatoire après des réunions de sensibilisation, d'information, de formation aux outils de collecte. Donc là, sur le département du Finistère, pratiquement tous les EPCI littoraux ont adhéré et contribuent à réaliser des observations. Ces systèmes de collaboration, on les développe avec différentes entités à des échelles géographiques emboîtées. On a notamment une collaboration avec le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan et avec d'autres EPCI en Bretagne. La manière dont ça se passe, donc après signature de la charte, il s'agit d'accompagner les collectivités dans le choix des sites, la définition des protocoles, des outils, les former à ces outils, puis ils réalisent les suivis et bien sûr ces données ont vocation à alimenter une base de données centralisée qui permette de donner une vision à l'échelle d'un plus grand territoire. Donc, je vous ai parlé de la plateforme OSI. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle MadDog qui permet un travail interactif de visualisation des données de suivi du trait de côte. Et l'objectif, c'est bien sûr d'aller vers la réduction de la vulnérabilité en définissant et en mettant en œuvre des stratégies dans ce sens. On voit sur ce schéma qui illustre les suivis réalisés dans les 4 composantes, une couleur par composante, en rouge, la comparaison entre avant et après la mise en place du partenariat qui date donc de 2019, qu'on a largement augmenté les suivis réalisés sur la composante aléa par les collectivités territoriales avec 39 sites supplémentaires de suivi. La manière dont ça se passe, donc, quand un EPCI est volontaire, on les aide dans le choix des sites et puis après, ils peuvent décider de faire ça en régie ou en sous-traitance. Dans les 2 cas, on les accompagne pour que les protocoles soient homogènes et que les formats de données aussi soient homogènes et donc exploitables de manière unifiée par la suite. Et pour accompagner les collectivités qui travaillent en régie, on a aussi travaillé sur le développement d'outils optimisés ou de protocoles plus accessibles avec en particulier le déploiement d'un réseau de GNSS collaboratif qui s'appelle Centipede, qui est promu par l'INRAE, qu'on a donc déployé en Bretagne, et qui permet en fait pour l'achat d'une antenne mobile à moins de 1 000 € de disposer d'un outil de la même précision que ce qu'on utilise nous dans nos laboratoires. Donc c'est opérationnel, utilisé par 3 EPCI. C'est vraiment un levier pour l'action. Un autre volet sur lequel on intervient, c'est tout ce qui tourne autour de la formation, sensibilisation et de l'accompagnement. Donc ce schéma en bas à droite, il permet d'aller en 3 phases. Sensibiliser d'abord, former les gestionnaires praticiens et former les futurs gestionnaires. On est une université, on peut travailler sur la formation initiale, la formation avancée, la formation continue. Donc à tous les niveaux, on peut intervenir. Et donc on le fait par des journées de formation, des ateliers terrain. Il y a à peu près entre 5 à 10 stages par an qui sont en lien avec les collectivités. C'est souvent l'occasion de mettre le pied à l'étrier pour la collectivité. On s'aperçoit que souvent, les étudiants de nos formations sont les chargés de mission qui prennent en charge les composantes GEMAPI, par exemple, dans les EPCI. On peut s'appuyer sur l'université pour faire ce transfert de connaissances à beaucoup de niveaux. Et les échanges se font aussi par la participation de gestionnaires dans les comités de suivi des projets scientifiques. On essaye de travailler sur cette fertilisation croisée et ce partage de savoir. Ça, c'est un tableau de synthèse qui résume un petit peu toutes les actions qu'on a faites dans ce sens-là. Je ne vais pas détailler. Vous pouvez aller sur le site Risque Côtier pour en savoir un petit peu plus. Il y a notamment un SPOC qui va sortir bientôt. On travaille sur des capsules vidéo, des tutoriels. Quelques exemples de photos de sorties terrain qu'on a faites. Une diapo pour montrer que le résultat de cette mise en pratique de l'Observatoire avec ce partenariat, c'est quand même quelque chose qui est très bénéfique dans le sens d'aboutir à une vision plus homogène des territoires, d'augmenter les suivis qui vont jusqu'à la bancarisation des données, mais surtout de travailler sur le développement des capacités en interne aux collectivités. Ça, c'est très important.
Donc j'espère avoir montré qu'on a essayé d'apporter des réponses aux 4 items, aux 4 grands besoins que j'avais listés précédemment des collectivités pour la gestion des risques côtiers. Je vais terminer par quelques diapos sur ce dont on aurait besoin pour continuer. Pour passer des projections d'élévation du niveau de la mer à des projections d'aléas, d'érosion et de submersion marine. Pour la submersion, on est capable de faire des cartographies à partir d'un niveau statique. Donc pour ça, pour améliorer ça, il faut des prédictions toujours plus fines à l'échelle locale. Il faut être capable de prendre en compte les surcotes liées aux vagues, par exemple. Mais maintenant, on a besoin aussi de travailler sur des outils de modélisation qui, pour l'instant, restent à des coûts de calcul très élevés et réalisables seulement à petite échelle pour travailler sur les effets dynamiques des venues d'eau qui sont très importants dans une perspective de gestion. Là, c'est le port de Brest, par exemple, avec des hypothèses RCP 8,5, mais qui montrent qu'on a des soucis sur le port de Brest. Pour la prise en compte du changement climatique, des effets du changement du niveau marin dans le recul du trait de côte, il y a un guide qui va sortir bientôt dans le cadre de l'application de la loi climat et résilience. Sans préjuger de ce qui va être proposé dans le guide, on sait qu'on a besoin d'outils comme la loi de Brune, qui est une loi qui permet d'anticiper le recul du trait de côte causé par l'augmentation du niveau marin sur les côtes d'accumulation. On sait qu'il y a des limites dans son applicabilité, en particulier repose sur une hypothèse de maintien du stock de sédiments sur la plage et l'avant-plage, qu'on a du mal à vérifier. Vous verrez pourquoi plus tard. Et puis on peut se poser la question, quid des estuaires, des falaises meubles, qu'est-ce qui se passe quand on augmente le niveau marin, alors qu'on est parfois dans des situations, sur nos côtes en Bretagne par exemple, mais dans d'autres environnements où les platiers et les récifs jouent un rôle d'atténuateur des houles. Une fois que le niveau un certain niveau aura été dépassé, on peut avoir des phases d'accélération. J'avais souligné plus tôt la problématique de la combinaison érosion et submersion. Là, on voit le cas d'une zone basse avec un cordon dans lequel on a déjà eu des phénomènes de submersion, et en retrait, il y a toute une zone qui est assez importante qui va être submergée. Donc c'est très commun, et c'est des cas où on a du mal à anticiper le remodelage du trait de côte. Et on a du mal à savoir dans quel cadre réglementaire on se trouve, si c'est de l'érosion ou de la submersion. Et ça, tout ça, c'est important pour adopter le bon phasage pour les stratégies de gestion. Et je termine avec 2 diapos sur la question du stock de sédiments. On manque de données sur l'évaluation des stocks et sur le suivi des stocks de sédiments. En Bretagne, on a des configurations très différentes, avec parfois des platiers rocheux, des zones très maigres, et des zones où il y a du stock disponible. Donc, dans le cas de l'application de la loi de Brune, par exemple, c'est une information, la cartographie des épaisseurs de sédiments sur nos avant-côtes qui nous fait défaut. Et on voit, par exemple, on parle de profondeur de fermeture pour caractériser l'extension vers le large de la cellule hydrosédimentaire, des formules récentes qui proposent de prendre en compte l'influence des courants de marée dans le calcul de cette profondeur de fermeture montrent que ça nous emmène très loin sur la plateforme continentale, donc avec des phénomènes de bypass profond qui font que la profondeur de fermeture basée sur uniquement la houle n'est probablement pas adaptée. Et donc, quand on se préoccupe de comment tout ce prisme littoral va remonter, on a encore du travail et un certain nombre de choses à mieux comprendre et à mieux observer. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, je vais passer très rapidement aux questions, puisqu'il nous reste peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas de questions dans la salle. Ah, si. Si. Très intéressant, beaucoup de choses. Je voulais juste revenir sur un petit point que vous avez parlé, le réseau Centipède. Oui. Je voulais savoir si la mise en place était assez facile. Oui, c'est très facile, c'est très bien documenté sur le site internet. Donc c'est l'INRAE qui s'occupe de ça. C'est une initiative qui est portée par Julien Ancelin. Et donc au départ, il mettait à disposition comment en fait assembler une antenne à partir d'éléments du commerce. Donc ça coûte moins de, je crois que c'est 600 € une antenne à peu près. Après, il y a des fournisseurs aussi qui s'occupent d'intégrer les composants. Ça coûte 200-300 €. Mais en gros, le message à retenir, c'est qu'on passe de 10 à 15 000 € pour une antenne à moins de 1 000 €.
Et n'importe quel utilisateur peut installer une base qui va envoyer ses corrections à un serveur. Et après, c'est disponible pour tous, privés, particuliers, publics, institutionnels. Et donc, avec une seule antenne, on a une mesure différentielle. Et le traitement derrière n'est pas trop compliqué non Donc, il n'y a pas de traitement. On l'a donné, l'antenne mobile, en full set, c'est l'antenne, un petit boîtier qui récupère en fait, la donnée est reçue avec une connexion 4G sur un téléphone portable et on a directement la correction différentielle. Donc, quand on fait son levé, on a une information en X, Y, Z. Ok. Il n'y a pas de traitement. Ok, merci. Merci. Je crois qu'on a une question. J'ai oublié, oui, de dire bonjour, excusez-moi, à tous ceux qui nous écoutent en remote. Donc, bonjour. Moi, il y a une question, donc. Oui, on nous demande comment sont gérés les flux de données dans ce contexte participatif depuis leur acquisition jusqu'à leur archivage et diffusion sur les plateformes nationales et centres de données. Donc au niveau de l'observatoire, la plateforme sur laquelle on s'appuie, enfin, l'infrastructure de données, c'est l'infrastructure Indigeo qui est hébergée à l'Observatoire des sciences de l'univers IUM, qui est donc une composante de l'université. Et en amont, on définit les protocoles de mesure. En amont, on définit les protocoles de mesure de manière à ce que les formats, que ce soit des données collectées par les scientifiques ou par les gestionnaires, puissent être traitées ensuite et puissent alimenter la base de données. Donc pour toutes les données topographiques qu'on mesure, en fait, le format il est très simple, c'est X, Y, Z et une date. Une question là-bas. N'oubliez pas de vous présenter quand vous posez la question. Bonjour, Julie Furiga. Je me posais la question de la durée de l'observatoire. En fait, là, vous êtes financé, si j'ai compris, par un projet Fondation de France. À long terme, comment est-ce que cet observatoire est viable et sur quoi est-ce que vous reposez du coup ? Il y a eu beaucoup de projets. Il y a eu au départ un projet ANR, un projet Fondation de France. Après, l'ADREAL nous a accompagnés. Ensuite, il y a eu un financement de projet européen Interreg. Donc, il y a des financements sur des projets recherche et recherche appliquée. Et puis, il y a des financements institutionnels. Donc, le conseil départemental du Finistère nous accompagne. La région va aussi nous accompagner bientôt. Donc, effectivement, il y a cette nécessité de structurer une gouvernance pour pouvoir travailler sur le temps long avec un petit peu... ça fait un petit peu peur, l'idée de créer quelque chose, une nouvelle entité avec 3, 4 ou 5 personnes de plus, une nouvelle agence en général, on recule devant ça. Donc on navigue un petit peu. Là, ce qu'on constate, c'est qu'en Finistère, la démarche, elle a extrêmement bien pris et que ce modèle-là, la région souhaite l'exporter aux autres départements. Il faut trouver des relais au niveau des départements qui ne sont pas les premiers en charge de ces questions normalement, mais historiquement le Finistère est très impliqué et puis voilà, par les routes, par les espaces naturels sensibles, ils sont très impliqués. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut au niveau des institutionnels un relais pour tout ce qui est animation et ça permet de fédérer les acteurs et d'avoir une bonne relation de confiance. Eux, ils travaillent avec les gestionnaires au jour le jour parce qu'ils cofinancent de nombreux projets sur des programmes de prévention des risques. Donc c'est quelque chose qu'on travaille. On sait que l'université restera engagée, on sait que le conseil départemental du Finistère restera engagé, on sait que la région va rentrer dans la boucle et que l'ADREAL nous accompagne aussi. Pas peut-être à la même mesure que d'autres observatoires comme le ROL en Normandie Hauts-de-France, mais ça va venir. Dans le cadre notamment d'un contrat CPER, cofinancé État et région. Donc il y a différentes sources qui alimentent l'observatoire. Bon, je crois qu'on va en rester là pour cet exposé. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci bien.